Barabushka, есть и Сицилии парча. Cette musique, qui vous parle pour une toute autre raison que celle de sa provenance, s'appelle Korobeiniki. Elle est extraite de la première partie d'un poème russe du 19e siècle qui porte le même nom et qui raconte l'histoire d'un korobeiniki, un mot pour désigner un vendeur se déplaçant avec sa marchandise dans une petite boîte qui justement a donné son nom à ce métier sous le régime impérial russe. Dans ce poème, notre marchand essaie de séduire une jeune femme. Mais alors je vais poser la question, comment est-on passé de l'histoire d'un jeune marchand en quête de séduction à l'hymne du troisième jeu le plus vendu de tous les temps? En 1987 puis début 88, un petit jeu débarque sur PC et bande d'arcade avant de venir envahir plus tard les consoles. Ce jeu, c'est Tetris. Aujourd'hui, Tetris, c'est un monument, une icône. On le retrouve partout, sur toutes les consoles, tous les téléphones, tous les écrans du monde. Regardez, vous pouvez même y jouer en ligne via votre navigateur. Mais à l'époque, Tetris n'avait rien d'un simple divertissement. À vrai dire, c'était même un ovni. Parce que ce jeu-là vient d'un pays qui, à l'époque, faisait frissonner tout l'Occident de par la vision qu'on en avait. Un pays fermé, silencieux, caché derrière un rideau de fer. Ce pays, c'est l'Union soviétique. Et forcément, ça a fait parler parce que voir un jeu soviétique traverser les frontières en pleine guerre froide, c'était quelque chose d'inimaginable en fait. Comment un pays communiste, en conflit idéologique avec le monde capitaliste, a-t-il pu laisser filer un produit culturel jusqu'au marché international? Forcément ça intrigue, mais la vérité c'est que Tetris n'a jamais été censé quitter Moscou. Derrière la sortie mondiale de Tetris se cache en réalité une véritable guerre de l'ombre. Une bataille aux enjeux politiques et économiques qui s'est jouée sur le sol soviétique. Une guerre amenant à des menaces, de la manipulation, des gros coups de pression, et on imagine même le regard silencieux du KGB. Et tout ça car quelques hommes prêts à tout pour décrocher le jackpot du siècle ont eu connaissance de l'existence de Tetris et ont tout fait pour lui permettre de quitter l'Union soviétique, et ce même si ça voulait dire défier l'URSS sur son propre sol, en pleine guerre froide. Laissez-moi vous parler de l'histoire secrète cachée derrière Tetris. Rendons-nous en Union soviétique et rencontrons cet homme, Alexei Pajitnov. Il travaille à l'Académie des sciences du RSS à Moscou, pour le pôle informatique. C'est dans une ambiance froide, dans un cadre gris, avec des gros bureaux rudimentaires, des giga-ordinateurs massifs réservés à la recherche, que travaille Pajitnov. Mais c'est aussi là où il va pouvoir développer une de ses passions. Parce que voilà, même s'il prend des douches, Alexei, lui, son truc, c'est la programmation, le code, mais c'est aussi également le jeu vidéo, une passion qu'il partage avec deux de ses collègues. Et si l'amour porté aux jeux vidéo c'est quelque chose vachement démocratisé aujourd'hui, à l'époque, et surtout en Russie, c'était quand même quelque chose de très très niche. Et pour mieux comprendre ça, on va replacer un contexte. Quand aux États-Unis, au Japon et dans plein d'autres pays vont arriver les fameuses consoles de grosses entreprises comme Nintendo ou Sega, en Union soviétique ça sera différent, parce que l'URSS ne faisait pas importer ces consoles-là, et les consoles étaient donc des clones soviétiques de consoles existantes. Les fameuses Electronica par exemple, de petits écrans portables qui imitaient presque à l'identique les Game & Watch de Nintendo. Sauf qu'il y avait une petite différence, là où en Occident on avait Mario et Luigi devant s'occuper de charger des colis dans un camion, en URSS c'était un petit loup communiste qui rattrapait des œufs tombant dans le poulailler. Vous vous en doutez, c'est bien évidemment pas des produits officiels de chez Nintendo, et d'ailleurs les jeux vidéo en Russie c'était beaucoup ça. Des copies de jeux, des contrefaçons qui étaient en vente. Mais il y avait aussi d'autres supports que les consoles. Dès les années 70, l'URSS fabriquait déjà ses propres bornes d'arcade. Certaines étaient très inspirées de modèles occidentaux et d'autres étaient complètement originales. T'avais par exemple des simulateurs militaires, etc. En clair, même dans un pays où l'Occident était diabolisé, le jeu vidéo existait, mais était loin d'être démocratisé comme dans d'autres pays. Et ça, bien évidemment, c'est parce qu'on était en pleine guerre froide, avec d'un côté les États-Unis et leurs alliés porte-étendards du libéralisme et donc de la course à la consommation, et
et de l'autre l'Union soviétique et son modèle communiste, fier de résister à l'influence occidentale. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que Alexei, lui, il rêve de jeux vidéo, et plus précisément d'en produire. Il va donc se lancer dans le développement d'un jeu inspiré d'un casse-tête de son enfance, le Pentomino. Le Pentomino, c'est un puzzle où dans un carré, tu dois pouvoir placer plusieurs pièces composées de 5 carrés formant une forme géométrique précise. Et au début, son jeu, Alexei, il est chiant comme la mort en fait. Tu as ton carré, tes pièces, tu assembles ton puzzle, et c'est fini. Aucun intérêt de rejouabilité une fois le jeu terminé une première fois. Bon, ok, la première version est nulle, mais on peut réessayer. Alexei va revoir son programme. Nous ne sommes cette fois-ci plus sur un cadre carré, mais sur un rectangle vertical. Le jeu devient tout de suite plus intéressant, mais il reste un problème. Les pièces s'entassent, et le jeu se termine rapidement. Mais alors qu'il prépare minutieusement la recette de son succès, il trouve finalement l'ingrédient qui lui manquait. Les Pentomino s'effacent dès qu'une ligne est complétée. Il venait de mettre au monde Tetris, une combinaison du mot tétra, car contrairement au Pentomino, Alexei rendra les pièces plus courtes en enlevant un cube, et du mot tennis, son sport préféré. Et ça veut dire que si Alexei venait du sud de la France, le jeu aurait pu s'appeler Tétrank. Et voilà, et ça fait partie des choses qui m'aident à retrouver goût à la vie. Alors que le jeu étant seulement quelques jours terminé, Alexei le fait tester, et celui-ci commence à avoir sa petite réputation au sein de son boulot. Le jeu est bon, il n'a aucune fin, sauf si tu échoues, donnant toujours envie de se dépasser, de battre des records, etc. Mais il y a un souci, c'est que Tetris, en dehors des vieux ordinateurs Electronica qu'ils ont au taf, il ne tourne nulle part. Un collègue d'Alexei va alors à sa demande reprogrammer complètement le jeu pour qu'il soit disponible sur les PC de l'époque, les IBM Personal Computer, et en quelques jours, Tetris va se voir doté de couleurs et d'un compteur de points qui va venir sauvegarder ton meilleur score. En plus d'être désormais sur PC, le jeu venait d'évoluer en offrant des outils supplémentaires pour que les gens qui y jouent y deviennent complètement accros. Alors si le jeu est bon, et qu'en plus de ça, il rencontre un succès chez toutes les personnes qui y jouent, pourquoi juste ne pas le commercialiser en fait? Eh ben c'est super simple, c'est parce qu'on est en URSS, à une période où quasiment tout est sous contrôle total de l'État, et économiquement en retard, comparé à l'Occident. C'est-à-dire qu'en Union soviétique, les droits de propriété intellectuelle étaient très différents de comment ils étaient ailleurs. Par exemple, si tu créais quelque chose, que ce soit une musique, un livre, ou dans le cas d'Alexei, un logiciel, tu peux être reconnu comme étant le créateur de ton œuvre, ton nom pouvait même apparaître dessus, mais c'est à peu près la seule chose que tu pouvais en tirer. Le côté économique, comme tout le reste, était géré par des organismes d'État, et tu ne pouvais tout simplement pas exploiter ton travail pour ton propre compte. Tout ce que tu pouvais créer appartenait d'abord à l'État, donc autant dire que pour un individu comme Alexei Pajitnov, commercialiser un jeu ou en tirer profit personnel était juridiquement et pratiquement quasiment impossible. Au lieu de se vendre, Tetris se répand par copie. Les versions PC circulent de main en main jusqu'à atterrir dans des endroits improbables, c'est-à-dire par exemple à l'Institut médical de Moscou qui s'en servira pour faire des études sur l'addiction. Mais très vite, la popularité de Tetris va l'amener à franchir le rideau de fer. Tout commence quand le patron d'Alexei partage le jeu avec des collègues hongrois à l'Institut de recherche en informatique de Budapest. Ils vont tout simplement l'adorer. Et d'ailleurs, il va y avoir aussi un autre monsieur qui va l'adorer. Un monsieur à la recherche de bons gros billets bien juteux qui sera attiré par les tétrominos tombants. Son nom, Robert Stein. Alors, Robert Stein, c'est simple. Son métier, c'est de flairer les bons coups, en allant trouver de nouveaux jeux prometteurs pour pouvoir acheter leurs droits, et ensuite les revendre dans le monde entier. Lorsqu'il posera ses yeux sur l'écran de quelqu'un jouant à Tetris, il va se rendre compte de la dinguerie qu'il a en face de lui. Ce jeu, s'il s'importe dans le monde, il peut secouer toute l'industrie. Ni une ni deux, il pose des questions et décide de négocier avec l'Institut. Sauf que petit problème, le jeu ne vient pas d'Hongrie. Et Stein va très vite découvrir que s'il veut vraiment mettre la main dessus, il devra aller frapper à la porte de l'Union soviétique. Mais Stein, il va pas se laisser décourager. Il va envoyer un fax à Moscou à destination de l'Académie des sciences de l'URSS, et plus précisément à Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris, expliquant son intention d'acheter les droits pour son œuvre. Pajitnov est tout simplement stupéfait lorsqu'il reçoit ce fax. Le petit jeu qu'il a programmé sur son temps libre, sur un vieux terminal Electronica, se retrouve à vouloir être distribué à grande échelle. Il y avait déjà des rumeurs qui couraient sur le fait que son jeu était sorti de l'Union soviétique, mais ce message Telex va l'amener à reconsidérer la vision qu'il a de son jeu, en se posant la question, et si finalement l'importation de Tetris à une plus grande échelle était possible. Mon anglais était très mauvais à l'époque, alors j'ai préparé une sorte de réponse positive, disant que nous étions très heureux de recevoir la proposition et qu'un accord pourrait être conclu. Mais ce qu'il savait pas, Pajitnov, en rédigeant cette réponse-là, c'est qu'il venait de se mettre dans un bourbier pas possible.
Déjà, comme dit plus tôt, il est certes le créateur du jeu, mais il en détient pas les droits. Les droits d'auteur de Tetris appartiennent à l'État, et négocier comme ça tranquillement l'importation d'une propriété du gouvernement à un pays occidental avec comme bonus la période guerre froide aurait pu tout simplement le conduire en prison. Et mine de rien, Alexei, il se doute un peu qu'il a pas trop le droit de faire ce qu'il fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il reste hyper vague dans sa réponse, et qu'il parle toujours au conditionnel, parce qu'il dit qu'un accord pourrait être conclu. Il dit pas qu'il l'est. C'est un peu une réponse pour dire « en vrai, ce que tu dis, ça m'intéresse, hein, mais attends encore un peu, hein, que je trouve un moyen, et puis là on en reparle. » Sauf que pour Robert Stein, cette réponse de Pajitnov constitue en quelque sorte une promesse de vente, donc un accord verbal. Stein, à ce moment-là, est persuadé d'avoir déjà mis la main sur les droits de Tetris, et il commence directement à les vendre par-ci et par-là. Voilà, c'est-à-dire que Bébert, il se régale. Et même si au début, les sociétés qu'il démarche se disent « c'est cool, mais personne ne voudra d'un produit qui vient de l'URSS », Stein trouve finalement deux sociétés qui vont acheter les droits de Tetris. Il s'agira de Spectrum Holobyte pour l'Amérique et de Mirrorsoft pour l'Europe. Et pour l'instant, aucun problème. Vraiment, personne ne se doute de la douille qui se prépare. Même si Stein, il commence quand même à réfléchir un peu et à se dire en vrai c'est bien d'avoir une promesse de vente, mais il faudrait quand même que j'ai un accord officiel pour pouvoir vendre ses droits. Il va donc contacter Pajitnov pour faire un contrat. Sauf que Pajitnov, lui, il persiste à répondre par des phrases positives mais volontairement vagues, n'osant jamais s'engager réellement. Mais le temps presse vraiment parce que ça va aller assez vite du côté de Mirrorsoft et Spectrum Holobyte. Les adaptations de Tetris vont très vite être quasiment terminées. Tout est en place pour que le jeu devienne un produit phare. Et pour convaincre le public, les deux sociétés misent à fond sur le côté exotique du jeu. Il s'agit pas seulement de vendre un simple jeu, non. Il s'agit de vendre un produit venu d'ailleurs, un jeu né derrière le rideau de fer, ce qui va forcément attirer la curiosité tant c'est inhabituel. On est à fond dans le délire, les décors in-game sont refaits, des références culturelles russes sont ajoutées, et sur la couverture de celui-ci, c'est impossible de manquer la cathédrale Saint-Basile de la Place Rouge, plantée au milieu d'un grand fond rouge vif, surmonté d'un titre écrit en cyrillique. Et tout ça, ça a été fait alors que, je le rappelle, rien n'a été signé officiellement. La seule chose qui existe, ce sont ces quelques réponses approximatives envoyées par Pajitnov. Et c'est tout, juste une poignée de mots mal traduits qui, dans l'esprit d'un homme d'affaires avide de thunes, ont pris des proportions énormes qui n'auraient jamais dû l'être. Sauf que Stein n'aura pas le temps de relancer une nouvelle fois Pajitnov qu'il recevra un message qui va changer brusquement le ton des échanges. Cette fois-ci, fini les phrases positives d'Alexei, là la réponse est sèche et vient d'une organisation dont il ignorait jusqu'ici l'existence, Elorg. Andromeda Software ne possède pas officiellement les droits de licence pour Tetris. Le lancement des jeux est donc illégal. La réponse, elle met pas du tout en confiance, mais du coup, c'est qui ces gens-là? C'est qui Elorg? Elorg, c'est une abréviation pour Electronorg Technica, qui était une organisation officielle de l'URSS dont le rôle était de s'occuper de l'importation, mais aussi des exportations de logiciels informatiques, et également des machines électroniques. Bref, tout ce qui touche à la tech et à l'informatique, c'est eux. Rien dans ce cadre ne quitte le territoire et rien n'y rentre sans leur approbation. Et désormais, ce sont eux qui reprennent en main les négociations. Car à Moscou, l'affaire, elle est très prise au sérieux. Lorsqu'Elorg ont découvert que Pajitnov s'était aventuré à discuter avec un occidental, seul, au sujet de la vente internationale d'un programme soviétique, il a immédiatement été convoqué et s'est bien fait remonter les bretelles. C'est absolument lunaire, mais surtout très grave. Et heureusement qu'il n'est pas allé plus loin lors des messages qu'il envoyait, parce que ça aurait pu potentiellement mal tourner pour Pajitnov. C'était une faute grave qui aurait pu lui coûter très cher. Les choses prennent donc une tournure très sérieuse, et si Stein veut réellement les droits de Tetris, alors fini les fax, il va devoir directement se rendre à Moscou pour les négocier. Comprenant la gravité de sa bêtise, il se rend à Moscou, et quand Stein entre dans les locaux d'Elorg, il sera pas accueilli comme un partenaire commercial, pas du tout, il sera accueilli comme un suspect. Les représentants soviétiques le fixent avec méfiance, convaincus d'avoir affaire à un voleur, et d'une certaine manière, ils sont pas hyper torts non plus. Stein vend déjà un peu partout les droits d'un jeu qui ne lui appartiennent pas. Entre ces murs gris, l'ambiance est très lourde. Les visages sont fermés et chaque geste, chaque parole peut se retourner contre Stein. Et malgré les regards difficiles à supporter des agents soviétiques qui le fusillent, il ne tremble pas. Robert, c'est un homme d'affaires chevronné. Il sait exactement qu'il doit garder son sang-froid. Et la discussion va donc prendre une tournure qui risque d'aller à son avantage. Maintenant que la situation est escalée, il serait regrettable de mettre un terme à nos négociations. Une rupture des pourparlers aurait des conséquences néfastes pour
pour l'image internationale de l'URSS. Et sur le plan économique, être perçu comme peu fiable serait hautement préjudiciable pour votre pays. Et à partir de là, Tetris arrête d'être un simple jeu vidéo. Il devient un enjeu ayant assez de poids pour mettre en porte-à-faux le clan qui ne gagnera pas ce bras de fer. Enfin en tout cas, c'est ce que Stein essaie de mettre dans la tête des agents d'Elorg. Mais c'est pas pour autant qu'avec cette stratégie, il obtiendra les droits tout de suite. Et c'est aussi un peu à cause de ça que tout va se mettre à déraper très vite. Car pendant que Stein bataille avec Moscou, ailleurs sur le globe, une bombe à retardement a déjà commencé son décompte. Et cette bombe, c'est Mirrorsoft et Spectrum Holobyte. Parce que de leur côté, ils n'ont pas attendu que les contrats soient officiellement réglés pour terminer leur version de Tetris. À vrai dire, pour eux, il n'y a même aucun problème de droit. Ils sont loin de s'imaginer qu'un guignol leur a vendu des droits qu'ils n'avaient pas. Et il ne manque plus qu'un signal pour que l'explosion se produise. I love this. This is a game called Tetris. It was actually developed in the Soviet Union. Tetris sort à l'international et la bombe a explosé. Comme ça, on pourrait se dire que ça va très mal se passer pour Stein, mais en fait, c'est plutôt Elorg qui se retrouve un peu dans la merde. Parce que maintenant que le jeu est distribué, si jamais ils annulent le contrat, les propos de Stein n'auront jamais été aussi vrais et l'image de l'Union soviétique peut en prendre un coup. Et en pleine guerre froide, perdre la face sur la scène internationale est une menace un peu plus grave que quelques copies d'un jeu vidéo vendu. Elorg finit par céder et va signer un contrat offrant les droits de licence à Andromeda Software, donc la boîte de Robert, pour distribuer Tetris sur ordinateur. Et attention, retenez bien ça, mais il y a bel et bien inscrit sur le contrat ordinateur. Il n'y a pas de précision sur quel type d'ordinateur en particulier. Et c'est quelque chose que je précise car Robert Stein, même si actuellement il possède que les droits pour ordinateur, lui de son côté il a vendu à Spectrum Holobyte et à Mirrorsoft les droits PC, oui, mais aussi les droits pour console et arcade, donc des droits qu'il ne possède pas réellement. Mais ça c'est quelque chose qu'on va mettre de côté, sur lequel on va revenir plus tard, car il est maintenant grand temps d'introduire un nouveau personnage à notre histoire. Un personnage qui va d'ailleurs devenir notre protagoniste. Mesdames et messieurs, voici Hank Rogers. Hank, c'est un jeune entrepreneur néerlandais et il fondera en 1983 Bulletproof Software, une société d'édition de jeux vidéo avec laquelle il publiera son premier jeu, Black Onyx, un des premiers jeux role-playing game, donc RPG, qui sortira au Japon, ce qui va vachement attirer l'attention des joueurs sur le genre. Mais du coup, j'ai dit qu'il a vendu son jeu au Japon, c'est tout simplement parce qu'il a déménagé au Japon. Mais il n'a pas déménagé au Japon en parlant japonais, etc. Il connaissait rien à la langue, il a juste suivi sa copine qui, elle, était originaire du pays. Donc voilà, en gros, Hank, c'est quelqu'un qui a pas du tout froid aux yeux. Quand il veut quelque chose, il se débrouille pour avoir les compétences nécessaires afin de l'obtenir, et ça paye. Prenons l'exemple avec son premier jeu que j'ai cité tout à l'heure, Black Onyx. C'est juste que lorsqu'il était ado, il s'était pris de passion pour le JDR, et quand il est parti au Japon, il s'est dit, bon bah en vrai ça me manque le JDR, et je réussis pas à trouver ce que j'aimais de ça dans les jeux vidéo proposés au Japon. Il décide alors de créer lui-même ce qu'il trouve pas, et développera un jeu répondant à ses propres attentes. Et bim, Black Onyx sort, c'est un succès, et il a servi dans la démocratisation du genre RPG dans l'industrie du jeu vidéo japonais. Et quand on connaîtra plus tard l'impact du Japon dans l'histoire du RPG, on peut dire que c'est un flex immense de la part de notre cher Hank. Suite à ça, Hank il ira collaborer avec Nintendo et va se rapprocher d'une personne assez discrète mais aussi impressionnante, Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo jusqu'en 2002. Voilà, on le rappelle, hein, ce mec il est parti sur un coup de tête rejoindre sa copine au Japon et il se retrouve maintenant à faire copain avec Nintendo. Ça n'a absolument aucun sens. Un jour, au milieu des années 80, ma femme m'a montré un article qui disait que le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, jouait au Go, un jeu de société japonais. Par coïncidence, quelqu'un m'avait déjà envoyé un jeu de Go pour la Commodore 64. J'ai donc envoyé un fax à monsieur Yamauchi le mardi, lui disant que je pouvais faire un jeu de Go pour la Famicom et que j'aimerais beaucoup le rencontrer. J'ai reçu une réponse le mercredi disant que monsieur Yamauchi me rencontrerait le jeudi. Nintendo avait dit aux principales sociétés de jeux pour PC, dont Square Enix, et ma société, Bulletproof Software, qu'elles ne peuvent pas créer de jeux Nintendo. Mais j'ai quand même réussi à obtenir une audience avec l'homme lui-même. Je ne peux pas vous donner de programmeur, m'a dit monsieur Yamauchi. Je lui ai répondu, ce n'est pas de programmeur dont j'ai besoin, c'est d'argent. Combien me rétorqua-t-il ? 30 millions de yens. C'était le chiffre le plus gros que je pouvais trouver sur le champ. Il a traversé la table, m'a serré la main, et nous avons conclu un marché. C'était aussi rapide que cela. Monsieur Yamauchi n'a jamais tourné autour du pot. Il prenait ses décisions rapidement, et elles étaient toujours définitives. Et c'est tout simplement comme ça que Hank Rogers a tissé des liens avec Nintendo.
Et un jour, ce bon Hank Rogers va tout simplement se rendre au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Voilà, c'est le salon qui présente de nouvelles innovations technologiques, dont des machines mais aussi des logiciels. C'est la convention dont on a très vite fait parler plus tôt, là où Stein avait présenté Tetris. Et ben figurez-vous que lorsque Hank était en train de rechercher de nouveaux jeux à importer au Japon, il tombera sur une certaine présentation de Spectrum Holobytes. Et une nouvelle fois, cette présentation n'était ni plus ni moins qu'une présentation qui met en avant un certain jeu, leur version de Tetris. Tetris était probablement le jeu le plus calme du salon. Ce jeu était totalement différent des autres produits au graphisme fabuleux. Là, je voulais y jouer parce qu'il touchait une corde sensible. Et une fois fait, je ne pouvais pas m'arrêter d'y jouer. Il y aurait joué en boucle, et en boucle. Il aurait refait la queue 5 fois pour y rejouer avant de se dire que c'est bon quoi. Il est tombé sous le charme et est convaincu d'une chose, il doit ramener Tetris au Japon, coûte que coûte. Il se tourne vers Gilman Louis, le PDG de Spectrum Holobytes, et lui demande les droits de distribution pour le Japon. Louis accepte, et pour Rogers, voilà, l'affaire elle est réglée. Dans son esprit, il tient enfin la pépite qui peut propulser Bulletproof Software dans une autre dimension, et il est content. Voilà, il s'imagine même aller chez Nintendo et leur dire « Eh les gars, franchement, regardez ce que je vous ramène, c'est un pur banger ». Mais sauf que cette euphorie, elle va pas durer bien longtemps. Quelques semaines plus tard, le téléphone de Rogers sonne. Au bout du fil, Gilman Louis, qui lui avait promis les droits plus tôt avec enthousiasme, a désormais la voix embarrassée derrière son téléphone. J'ai eu Mirrorsoft au téléphone. En fait, ils ont vendu les droits japonais de Tetris pour console et borne d'arcade à Atari. Voilà, je suis désolé Hank, mais il vous reste tout de même les droits PC. Hank serre très très fort son téléphone. Il est plutôt énervé. Il pensait avoir signé le contrat de sa vie, mais en réalité, Mirrorsoft, qui, on le rappelle, détiennent les droits européens, ont beaucoup plus de pouvoir sur la scène internationale qu'Holobytes. De leur côté, ils ont déjà négocié un contrat pour console et arcade avec Atari pour les droits au Japon, et celui-ci prévaut sur la lettre d'intention de vente qu'Holobytes a fournie à Hank Rogers. Mais Rogers, quand il veut quelque chose, je vous le rappelle, il l'obtient. Et pour lui, Tetris a le pouvoir d'être une des plus grosses affaires de sa carrière, mais aussi d'être un phénomène capable de marquer à tout jamais l'histoire du jeu vidéo. Rogers va alors prendre son téléphone, composer le numéro de contact d'Atari Games et leur demander les droits. Évidemment, il se prend un refus immédiat. La technique simple va échouer, alors il va se servir de son culot et va prendre le premier vol pour les États-Unis et ainsi se rendre au siège même d'Atari, observant les allées et venues des employés, refusant de bouger tant qu'il n'aura pas eu ce qu'il veut. Face à face avec le président de la compagnie, Hideyuki Nakajima. Alors il attend, il croit parfois le reconnaître, mais non, toujours pas. Jusqu'à ce qu'après un long moment à patienter devant le bâtiment, il le repère enfin à sa sortie des bureaux. Ni une ni deux, il se précipite devant lui parle de l'histoire et lui propose « Écoutez, parlons de cette histoire autour d'un dîner. Que diriez-vous de sushi ?» Nakajima accepte. Voilà, non mais c'est bon, il est juste trop fort, je n'ai plus les mots. Autour du repas, Hank déploie toute son énergie, lui raconte son histoire mais surtout son désir d'apporter Tetris au Japon et lui dit qu'il est prêt à en acheter les droits pour 300 000 $. C'est un pari énorme mais banco. Atari accepte. Seulement, ce ne sera que les droits console. Comment ça? Les droits arcade? Nous les avons déjà vendus à Sega. Bon, c'est frustrant mais mieux que rien. Donc c'est une victoire. Bulletproof Software sort le jeu au Japon et ben c'est pas tant le succès espéré en fait. Les ventes ne sont pas aussi impressionnantes que ça. Beaucoup se seraient arrêtés là, il y a eu beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'argent mis en jeu pour quelque chose qui fonctionne pas, c'est bon, faut lâcher prise. Mais sauf que ça c'est pas du tout dans le mindset de Hank en fait. Lui il sait qu'il a une bombe entre les mains, il lui manque juste la bonne étincelle pour pouvoir en allumer la mèche. Et il sait exactement où trouver la bonne étincelle, chez Nintendo. Il sait qu'il a des cartes à jouer là-bas, parce que s'ils acceptent de promouvoir Tetris, alors le jeu allait gagner non seulement en visibilité, mais aussi en crédibilité. Parce que si Nintendo approuve un jeu, dans la tête de beaucoup, c'est qu'il est bon. Et à partir de là, il va se passer un truc que j'adore. Hank envoie sa proposition à Yamoshi, qui en vrai sera aussi intéressé par Tetris. Mais il va quand même envoyer le jeu à quelqu'un dont il a confiance pour en faire valider sa qualité. Cette personne, c'est ni plus ni moins que Shigeru Miyamoto, le papa de Mario. Shigeru va le tester, et lorsque Yamoshi va lui demander s'il s'agit d'un bon jeu, celui-ci répondra par l'affirmative. Mais pourquoi est-ce un bon jeu? Pourquoi? Parce que vos comptables et vos secrétaires y jouent aussi. Cette simple interaction aura suffi à convaincre Yamoshi. Et l'effet est immédiat. Nintendo décide de donner un coup de pouce au jeu et les ventes bondissent. De 40 000 copies avant leur soutien, Tetris passe à 200 000 exemplaires vendus. Et quand viendra l'adaptation pour la Famicom, ce sera une explosion. Plus de 2 millions d'exemplaires seront écoulés à travers le Japon. Mais Tetris n'a pas encore fini d'inonder le marché, car en 89, Nintendo va sortir sa toute nouvelle console portable, la Game Boy, une révolution pour l'industrie du jeu vidéo. Une petite machine grise, robuste, qui doit permettre à chacun d'amener ses jeux partout.
Dans les bureaux de Nintendo of America, une question se pose dans toutes les réunions. Quel jeu doit accompagner la console lors de son lancement? Pour beaucoup dans Nintendo, à ce moment-là, la réponse elle est plutôt évidente. Mario, la mascotte est connue de tous, elle a largement fait ses preuves et un petit Mario, ça fait toujours le café. Mais sauf que pendant une réunion confidentielle, Minoru Arawaka, président de Nintendo of America, montrera la console à Hank Rogers en avant-première. Il rentre dans le bureau et aperçoit cette machine qui va tout simplement être la genèse des consoles portables. Et pour lui, c'est un déclic. Cette petite machine monochrome, ce format portable, c'est exactement le format parfait pour jouer à Tetris. Alors, il va se tourner vers Arawaka et va tout simplement lui dire « Si vous voulez que la Game Boy soit prisée par les petits garçons, alors mettez un Mario pour accompagner sa sortie. En revanche, si vous voulez que la Game Boy soit prisée par tout le monde, il faut mettre Tetris. » Hank se retrouve maintenant avec un nouvel objectif. Lui, qui avait déjà réussi à vendre au Japon sur différents supports Tetris, sait qu'actuellement les droits pour consoles portables de Tetris, que ce soit au Japon ou ailleurs, sont sans propriétaire, puisque pour l'instant, aucune console portable n'a été annoncée par Nintendo. S'il veut être le premier au monde à les avoir, il faut qu'il profite de l'avantage qu'il a en ayant connaissance d'une future console n'étant pas encore publiquement annoncée. Dans un premier temps, Hank se dit qu'il va se tourner vers notre bon vieux Robert Stein pour savoir où en sont les droits. Mais très vite, Rogers va réaliser que la situation est encore plus trouble qu'il ne l'imaginait. Lorsqu'il tente de discuter avec Robert, il a l'air complètement perdu, comme dépassé par les événements. Et lors de cette discussion, Hank va aussi apprendre que Nintendo of America a déjà reçu une offre pour les droits portables de Tetris, de la part de Spectrum Holobytes. Sauf que c'est pas possible parce que ces droits-là, ils ont jamais été distribués à qui que ce soit. Les seuls qui sont pour l'instant en capacité d'attribuer ces droits-là, c'est les propriétaires directs de Tetris, donc Elorg. Pourtant, Holobyte n'est pas un cas isolé. Une dizaine d'entreprises prétendent chacune de leur côté détenir les mêmes droits. Et là, c'est trop pour Hank. Il sent qu'on veut lui faire à l'envers. Et il se dit que s'il ne peut compter sur personne, alors c'est lui qui allait se charger de faire le boulot tout seul. J'ai donc pris l'avion et je suis allé à Moscou, avec un visa de touriste, afin de retrouver la source des droits. En pleine guerre froide, toujours, on le rappelle, Hank Rogers va partir tout seul à Moscou, sans parler un mot de russe. Mais ça lui fait pas peur, parce qu'à peine arrivé à Moscou, il va engager une interprète qui va le guider. C'était quand même assez suspect. Elle savait immédiatement où tout se trouvait, et normalement ils sont pas censés parler aux étrangers ces gens-là. Tout comme moi d'ailleurs, j'étais pas censé parler aux Russes. J'ai donc enfreint toutes sortes de règles en étant ici. Lorsqu'il découvrira l'intérieur de l'Union soviétique, Hank sentira directement une immense pression. L'atmosphère est rude, tout est gris et froid, les gens le dévisageaient, et les yeux des passants semblaient lui faire comprendre qu'il était clairement en territoire ennemi, et qu'il se mettait en danger en étant là. Et plus il avance, plus il sent ce poids invisible devenir de plus en plus lourd sur ses épaules. Est-ce que Rogers du coup a bien fait de venir à Moscou en n'ayant crainte de rien? Finalement, même lui, il en est plus si sûr que ça. Mais par contre, au stade où il en est, c'est hors de question de rebrousser chemin. Du coup, il va se pointer devant les locaux d'Elorg et rencontrer les dirigeants. Et parmi ces dirigeants-là, il y a l'impassible président de l'organisation, Nikolai Belikov. L'homme qui avait comme réputation d'être un dirigeant froid, impassible. C'est quelqu'un qui ne rigole absolument pas. Déjà, Hank, sans le savoir, il va commettre une première erreur. Il va pénétrer illégalement dans les locaux d'Elorg. You don't walk into a place like that uninvited. You have to have an invitation, and then your invitation has to be cleared with the KGB. Make sure that you are somebody above board. They do your background check before you ever have a meeting. I just walked in. Curieux de la situation, Belikov va tout de même accorder une réunion à Hank pour le lendemain. Du coup, la nuit passe, et le lendemain, comme prévu, Hank attend dès l'aube devant les locaux d'Elorg et sera reçu par Nikolai Belikov. Rogers s'installe dans une salle impersonnelle, face à Belikov, qu'il observe avec aucune once de chaleur humaine. Il le fixe, le silence est lourd, et avant même que la discussion ne commence, pour pouvoir introduire le sujet comme il se doit, Hank sort une boîte de ses affaires. Cette boîte-là, c'est la version de Tetris pour la Famicom. Monsieur Belikov, nous publions actuellement Tetris au Japon en collaboration avec le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde. Votre jeu est un succès immense chez nous. Belikov fronce un peu les sourcils. Hank se demande ce qu'il se passe et pourquoi le regard de Belikov semble encore plus dur que d'habitude. Elorg n'a jamais donné de droit console à qui que ce soit. Une incompréhension s'installe dans la pièce. Hank est confus et reprend en tournant la boîte. Non, regardez, vous avez accordé ces droits, c'est écrit à l'arrière de la boîte. Les droits ont été passés à Mirrorsoft, puis à Tengen, puis à ma compagnie, Bulletproof Software. Réponse de Nicolas Belikov. Единственные права были переданы фирме Andromeda и только для использования Тетриса на персональных компьютерах. И вы незаконно продаете то, что вам не принадлежит. Hank Rogers
à la base parti avec l'idée simple de juste récupérer des droits consoles pour Tetris, se retrouve en l'espace de quelques heures au cœur d'une situation hyper grave qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Non seulement il a déjà dû enfreindre la loi pour se retrouver là, mais maintenant il se voit être accusé, ni plus ni moins, que d'avoir commercialisé illégalement une propriété de l'URSS et d'en avoir tiré profit à l'étranger, par un Belikov qui lui fait bien comprendre qu'il va pas pouvoir s'en tirer comme ça. La conversation entre les deux hommes devient d'un coup beaucoup plus menaçante. À chaque seconde, les problèmes se concrétisent de plus en plus. Ils m'ont interrogé pendant des heures. Je pensais qu'ils essayaient de déterminer s'ils allaient m'envoyer en Sibérie ou non. C'était soit je ressors avec les droits de Tetris, soit je finis dans un goulag. À vrai dire, il le sait pas encore, Hank, mais il y a d'autres personnes qui devraient avoir quelque chose à craindre. Car, dans la même journée, et sans se consulter, il y a deux autres personnes qui sont allées chez Elorg pour y obtenir un rendez-vous. Le premier, Robert Stein, et le deuxième, Kevin Maxwell, le CEO de Mirrorsoft, qui eux aussi étaient intéressés pour les droits Game Boy de Tetris. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que pendant que Hank demandait les droits à Stein avant d'aller en URSS, Stein parlait aussi des droits Game Boy avec Mirrorsoft. Parce qu'à vrai dire, le bruit sur le fait que Nintendo développait une console portable courait pas mal dans le milieu. Et Mirrorsoft, face au fait qu'effectivement, du côté de Stein, ça n'avançait pas plus, ils y ont envoyé Kevin Maxwell pour faire bouger tout le schmilblick. Les deux hommes ont pris rendez-vous le même jour. Non mais rendez-vous compte quand même, le même jour. Les trois hommes étaient là pour les mêmes raisons, mais ne savaient absolument pas la venue des autres. Et autant dire que pour Nikolai, avoir les trois personnages principaux de ce bordel, c'est du pain béni, parce que comme ça, il allait pouvoir en savoir plus sur tout ce qu'il se passait. Monsieur Rogers, on se revoit demain. Nikolai devait ensuite rencontrer Stein, et voulait pas que les deux puissent se croiser. Il voulait voir chaque personne individuellement. Lorsque Robert Stein rentrera dans le bureau de Nikolai, pensant juste pouvoir négocier les droits Game Boy, il va à peine avoir le temps de prendre son souffle que Belikov va mettre le contrat initial de la vente des droits sous son nez. Monsieur Stein, dites-moi avec la plus grande honnêteté quel est le nom de ce document. Un accord? Non, ce n'est pas un accord. C'est un ensemble de phrases irresponsables en vertu desquelles des droits sont transférés à une partie sans compensation pour l'autre. En effet, parce que si Stein avait mis autant de temps à essayer de renégocier les droits Game Boy, c'est aussi parce qu'en plus de ce bazar des jeux consoles qui n'ont pas été à proprement parler autorisés à la distribution, il y avait un problème de paiement. Le contrat parle d'une somme d'argent qui devait être virée à Elorg d'ici 3 mois et qui n'a pas eu lieu. Et honnêtement, avec autant de problèmes, tu rajoutes en plus de ça un non-respect du contrat et là ça commence vraiment à faire beaucoup. Et après des coups de pression à Stein, Belikov lui dira de revenir le lendemain, parce qu'il lui reste une nouvelle personne à voir. Kevin Maxwell, le CEO de Mirrorsoft. Pour Kevin, ça va être assez drôle en vrai. C'est-à-dire que Nikolai va lui montrer la cartouche que Hank a apportée et lui demander ce que c'est. Et lui, ayant sans doute omis le fait que il avait vendu les droits console Japon à Atari, qui eux-mêmes les ont vendus à Hank, va tout simplement répondre C'est une copie pirate. Bref, tout le monde est vraiment à côté de la plaque. Mais laissons ça pour aujourd'hui. Et revenons demain, après une bonne nuit de sommeil pour tout le monde. Le deuxième jour, après une nuit à se demander quel désastre l'attendait, Hank Rogers revient. Cette fois-ci, il y a plusieurs personnes dans la pièce. Nikolai Belikov est là, évidemment, mais cette fois-ci, il est entouré de plusieurs membres de l'organisation. Ils sont observateurs et murmurent entre eux. Mais il y a aussi un visage que Hank n'attendait pas du tout, celui d'Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris. Pour la première fois, l'homme qui a inventé le jeu se retrouve assis dans la même salle que celui qui tente de sécuriser ses droits. Nikolai Belikov sort le contrat qu'il a signé avec Stein et le montre à Hank. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai précisé que le contrat initial donnait les droits pour ordinateur. Sauf que le mot ordinateur était tout simplement pas précisé, donc du coup ça pouvait englober toutes sortes de machines pouvant être considérées de près ou de loin comme des ordinateurs. C'est cette faille-là qui a été exploitée. Le terme ordinateur étant large, il pouvait tout à fait englober les systèmes console et arcade. Pour limiter le droit seulement au PC, il fallait qu'Elorg précise ce qu'ils entendaient par ordinateur. Explique alors Hank Rogers aux agents d'Elorg, tout stupéfaits de s'être fait avoir de la sorte, inondant donc Hank de questions au fur et à mesure que lui leur apprenait quelques leçons sur le marché du jeu vidéo. Cela se passait ainsi. J'expliquais quelque chose et il y avait 8 personnes de l'autre côté qui commençaient à se disputer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont pas censés être dans la même équipe? Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Ils se disputaient, puis ils me posaient une autre question. Je répondais, et ils recommençaient à se disputer. Nikolai, avec les explications de Hank dans la tête, va alors voir Stein à son tour, lui met un contrat sous le nez et le pousse à le signer. Для того, чтобы понимать, что он может что-то начать думать, зачем это нужно, я искусственно увеличил штрафные санкции за каждый день. Я знал, что это нереальные цифры. Но мне было нужно, чтобы он сконцентрировал свое внимание
на этих цифрах, которые был готов, естественно, уменьшить. Le tour est joué. Stein signe le nouveau contrat sans même se rendre compte de ce que celui-ci stipulait, parce que ce contrat-là venait tout juste d'annuler le précédent et lui laissait désormais seulement les droits PC et une majoration des impayés dus à Elorg. Stein est donc écarté du jeu, cette fois-ci c'est écrit noir sur blanc, c'est pour PC et non pour console, ce qui veut dire que pour ceux-ci, les compteurs reviennent totalement à zéro, personne ne les a. Belikov was a son of a bitch. The clause resulted in the exclusion of some of the products where Tetris was on, and I didn't notice it. I will never forgive myself, so there we go. Belikov ira rendre à nouveau visite à Inc, qui depuis le début des négociations reste sur une stratégie hyper honnête, détaillant absolument toutes ses intentions et étant transparent sur tout. Inc remet alors le sujet des droits portatifs de Tetris sur la table. Pourquoi devrions-nous vous choisir vous plutôt que Kevin Maxwell? Bon sang, mais Kevin Maxwell est là? Bon, je pourrais peut-être pas égaler les sommes proposées par Kevin Maxwell, qui est le fils de milliardaire. En revanche, je peux vous proposer une affaire honnête. Je peux vous dire précisément combien de cartouches seront vendues, combien d'argent cela générera, et ainsi, vous pourrez percevoir votre part en toute transparence. Après avoir passé des négociations avec un Kevin Maxwell qui pète plus haut que son cul et un Robert Stein manipulateur, ça faisait du bien à Belikov, en vrai, d'avoir un Hank Rogers qui lui, pour le coup, était 100% honnête. C'est aussi quelque chose qui a plu à Alexei Pajitnov, qui va très vite se mettre à fréquenter Hank en dehors des négociations. Les deux, ils vont vraiment devenir copains, quoi. C'est la première fois qu'Alexei rencontre un collègue, quelqu'un comme lui, qui est concepteur de jeux vidéo. Au milieu de ce chaos, Hank a réussi à inspirer quelque chose d'inédit dans les bureaux d'Elorg, de la confiance. Confiance du créateur d'abord, Alexei Pajitnov, qui voit en lui un des rares étrangers à ne pas chercher seulement à exploiter son invention, mais confiance aussi de Belikov qui, après avoir testé la patience et la franchise de Rogers, finit par plus tard lui donner ce que tout le monde convoitait, les droits de Tetris pour console portable. Ça y est, il avait réussi. Rogers tient dans sa main ce pourquoi il s'est tant battu. Mais alors que la réunion semblait toucher à sa fin, Belikov va s'avancer vers Rogers et va lui glisser discrètement une phrase. Revenez vers nous et faites-nous également une offre pour les consoles de salon. De cette phrase, il va faire comprendre à Rogers que les droits console n'appartiennent désormais à plus personne, et ce, où que ce soit dans le monde. Il n'y a plus aucun temps à perdre. Il quitte Moscou en trombe et retourne au Japon pour prévenir Nintendo, et leur explique qu'ils tiennent désormais les droits portables de Tetris, mais qu'ils doivent agir vite, très vite, pour sécuriser aussi les droits de console de salon à l'international. Car désormais, ce n'est plus qu'une question d'offre, c'est le plus convaincant qui triomphera. Nintendo actuellement ils sont aux anges parce que non seulement ils ont les droits Game Boy de Tetris, mais en plus ils ont la possibilité de priver leurs rivaux d'un succès planétaire et donc d'asseoir un peu plus leur domination sur le marché. Bon, seulement il va falloir remettre les pieds sur terre. Tout ne peut pas se passer aussi bien et souvent dans ce genre d'histoire, la personne qui a le plus d'argent a le plus de pouvoir et souvent peut donc obtenir plus facilement ce qu'il veut. Et c'est là qu'entre en jeu Robert Maxwell. Ce gars-là, c'est l'incarnation même du magnat insatiable. Ancien soldat de l'armée britannique, reconverti en homme d'affaires, il a construit un empire médiatique tentaculaire, rachetant journaux, maisons d'édition et sociétés par dizaines. Il a aussi plus tard tenté une carrière en politique, devenant député un temps, pour un parti d'ailleurs de centre-gauche. Ah là là, ces fameux milliardaires gauchistes et près du peuple. Vous l'aurez compris, Robert Maxwell, c'est la caricature du monsieur engraissé par l'argent, avide de pouvoir, qui tient son cigare à la bouche, les deux panards sur un bureau en marbre en mode yeah yeah, cigare. Ouais, bon, je sais pas ce que j'ai tenté là. Ce monsieur, il a du pouvoir. Il avait aussi des contacts, notamment avec le Kremlin, et donc avec Mikhail Gorbatchev, qui au moment du déroulé de notre action est le dirigeant de l'Union soviétique. Des contacts qui vont bien lui servir car Robert Maxwell, il a un fils. Et comme dit plus tôt, ce fils, c'est Kevin Maxwell, propriétaire de Mirrorsoft. Mirrorsoft étant une société appartenant à l'empire Maxwell, c'est plutôt logique. Bref, autant dire que lorsqu'il a entendu que son idiot de fils avait laissé filer les droits de Tetris, bébert, il explose de colère et il décide de reprendre les choses en main. Il va contacter des hauts placés du Kremlin, des ministres, des grosses figures du Politburo, le bureau politique de l'URSS, pour mettre la pression à Elorg, afin que sa société obtienne les droits de Tetris, jouant notamment sur le fait que si ça ne se fait pas, alors cela pourrait avoir de sérieuses répercussions sur les relations économiques entre la Grande-Bretagne et l'URSS. Nikolai Belikov, qui jusqu'ici n'avait jamais failli et qui semblait intouchable, se retrouve aujourd'hui menacé. Kevin Maxwell, un bon fils de son père, lui enverra un message téléx interminable où il menace noir sur blanc en disant que lors de la prochaine visite de Mikhail Gorbatchev à Londres, la question des erreurs commises par Elorg dans la gestion des droits de Tetris sera portée à l'attention du secrétaire général lui-même. Потом был звонок от человека, который занимался подготовкой визита Горбачева, который настоятельно
предложил мне немедленно лететь в Лондон, стать на колени перед Робертом Максвеллом и умолять его ни слова не говорить Горбачеву, потому что иначе, если он скажет хоть одно слово, меня просто больше не будет. Это были дословные слова. Nikolai Belikov, cet homme qui semblait aussi dur que la pierre, se retrouvait affaibli, effrayé par la charge qu'il a sur les épaules, mais aussi par la responsabilité qu'il a. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour son pays et ce qui lui semble juste. Et pour lui, ce qui lui semble juste, c'est de donner les droits à Henk sans se laisser corrompre. Parce qu'à ce stade-là, on peut même plus parler de négociation. C'est juste une guerre psychologique, une avalanche de menaces, d'intimidation et de tentatives de corruption. Hank Rogers comprend parfaitement qu'il n'a plus du tout le luxe d'attendre. Pour que Tetris ne reste pas l'otage d'intérêts politiques, il faut clore le dossier immédiatement, signer les contrats avant que Maxwell ne frappe d'un coup fatal. Rogers revient donc à Moscou, mais cette fois-ci il n'est pas seul. Avec lui, deux figures de Nintendo of America, Minoru Arawaka, le président, et Howard Lincoln, le vice-président. Ils savent tous qu'ils jouent gros aujourd'hui. Et pour se protéger, ils viennent accompagnés d'un avocat, conscient que chaque ligne du futur contrat sera scrutée, interprétée et peut-être même contestée en justice. Et alors qu'ils rentrent dans les bureaux, la situation est plus tendue que jamais. Chaque mot, que ce soit ceux du clan Henk, mais également cette fois-ci du camp Nikolai, sont pesés. On a vraiment ressenti la pression du Politburo. Lorsqu'Alexei voulait me parler de quelque chose de confidentiel, il faisait toujours signe et nous sortions toujours nous promener dans un parc. On partait du principe que toutes les pièces et toutes les voitures étaient sur écoute. Et d'un côté, ils avaient raison d'agir comme ça. Car comme le note un article de DM Talkies, on n'a aucune idée de si des agents du KGB étaient physiquement présents lors des négociations. Mais par contre, il est presque certain qu'ils en ont suivi chaque étape, car c'était probablement la première fois qu'une guerre de la propriété intellectuelle se jouait sur le sol soviétique. Et finalement, au milieu de cette tempête, Belikov va mettre sa carrière et peut-être même sa vie en danger en restant droit dans ses bottes et en attribuant, lors de la réunion, les droits consoles au clan Henk. Mais il n'a pas fait ça de façon totalement inconsciente, car même s'il a pris des risques face à un torrent de menaces qui paraissait très crédible, nous sommes cette fois-ci en 1989, et suite aux réformes que subissait l'Union soviétique depuis un an, l'État commençait à avoir moins d'emprise et s'affaiblissait considérablement. Belikov dira d'ailleurs qu'elle a eu de la chance, parce que si les choses s'étaient déroulées comme ça en 88 à la place de 89, ça ne serait pas passé aussi bien. Hank Rogers et Nintendo sont plus que jamais sur le toit du monde. Bien sûr, il faudra encore affronter quelques batailles juridiques, notamment contre Atari, qui continuera de prétendre détenir les droits, mais un par un, les procès tomberont en faveur du Big N. Les témoignages d'Hank Rogers présents pour raconter les coulisses de l'affaire pèseront lourd, et lorsqu'il parvient à convaincre Nikolai Belikov lui-même de venir témoigner aux États-Unis, c'est le coup de grâce. La justice tranche, et Nintendo sera reconnu comme le légitime détenteur des droits de Tetris. Après tous ces coups tordus, toutes ces menaces, toute cette paranoïa de peur d'être espionné, et toutes ces nuits blanches, l'affaire est close. À l'issue de tout ça, Hank se tournera vers Belikov et lui lancera « Nikolai, on a gagné! Allez, venez, je vous fais visiter San Francisco. » Il le fait grimper dans la voiture, son à fond, à pleine vitesse pour fêter leur victoire, et l'amènera véritablement voir San Francisco en mode pump it up, c'est la fête quoi. Nikolai était un type bien. Je pense vraiment qu'il croyait en l'idée que tout appartient au peuple. Dans mon esprit, c'est vraiment un héros. Il m'a vraiment défendu et a conclu l'accord malgré le fait que Kevin Maxwell et le Politburo le poussaient à agir différemment. Ben justement, tiens, en parlant des Maxwell, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens? Bon alors certes, ils avaient des contacts, mais ils n'auront même pas pu parler à Gorbatchev de leurs problèmes. La visite du président à Londres ayant été annulée à cause d'un tremblement de terre en Arménie. Mais surtout, le début des années 90 va mener Maxwell Communication à la faillite. Et donc, l'empire Maxwell n'existera plus du tout. Et ce, notamment car Robert Maxwell mourra le 5 novembre 1991 après une disparition à bord d'un yacht. Son corps nu sera retrouvé dans l'océan Atlantique. Certains parlent d'une crise cardiaque, l'ayant mené ensuite à tomber du yacht puis à la noyade, d'autres parlent d'un suicide, d'autres d'un meurtre, enfin bref. Quoi qu'il arrive, on ne le saura probablement jamais. Car même si effectivement le monsieur avait des problèmes cardiaques, la vraie cause de son décès, elle, ne sera jamais communiquée. Criblé de dettes et ayant eu recours à plusieurs fraudes fiscales, sa société mère n'aura pas survécu non plus. Et du côté de Robert Stein, il en voudra à Belikov et à Elorg pour ce qu'ils ont fait. Il décédera en 2018 à 83 ans d'une crise cardiaque. Mais la personne qui nous intéresse le plus, c'est lui, Alexei Pajitnov. Depuis le début, tout le monde se fait la guerre pour tirer du bénéfice sur son jeu, alors que lui, depuis le début, on le rappelle, il n'a toujours pas gagné un seul centime. À l'issue de la guerre de Tetris, Alexei va prendre une décision. La recherche à Moscou, c'est fini.
il n'a plus envie de continuer dans ce domaine-là. Du coup, avec l'aide de son ami Hank Rogers, parce que ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas assez souligné, mais il y a vraiment eu une belle amitié entre lui et Hank qui s'est créée durant tout le long de cette histoire, il va décider d'aménager à San Francisco, où il espère enfin pouvoir vivre de son invention. Mais là encore, il faudra faire preuve d'un peu de patience. Jusqu'en 1995, il n'a pas reçu le moindre revenu lié à Tetris. Voici ce qu'Alexei Pajitnov nous explique d'ailleurs dans son article du Time. Dans les années 80, j'ai conclu un accord officiel avec le centre informatique de l'Académie soviétique des sciences qui leur accordait les droits d'exploitation de Tetris dans le monde entier pendant 10 ans. Il était plus facile et plus sage pour moi d'accepter cet accord que d'essayer de me battre pour certains droits personnels qui étaient pratiquement inexistants à l'époque. Et c'est qu'une fois le contrat expiré, que les droits initiaux sont revenus à Pajitnov par rétrocession, et il créera avec Hank Rogers en 1996 la Tetris Company. À partir de là, pour Alexei, c'est aussi la vie d'Aloca. Il va percevoir enfin ses droits d'auteur, et depuis, avec la Tetris Company, ils se font un maximum d'argent. Que ce soit en distribuant Tetris, ou alors avec les nouveaux jeux, les goodies, et Apple sortira même un film sur Apple TV, le superbe biopic Tetris, qui justement va retracer cette histoire juste incroyable pour l'acquisition des droits de Tetris. Si vous avez l'occasion de le voir, vraiment foncez. C'est un super film qui est assez fidèle à toute cette histoire. Évidemment, il y a de la fiction qui a été rajoutée. Bref, je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler. Déjà que maintenant vous savez tout le déroulé de l'histoire, mais allez le voir. Beaucoup de gens sont passés à côté, notamment parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu plus de promos que ça. Mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment le film est trop bien. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, ça a été un pur kiff que de retranscrire toute cette histoire. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez rater aucune histoire comme ça, je vous conseille de vous abonner, à suivre les réseaux sociaux, que ce soit X ou Insta. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao. La dernière slide est-elle un avertissement visant à attirer l'attention sur le danger que représente le fait de se trouver seul dans un endroit où l'on ne devrait pas être, disant qu'on pourrait mettre notre vie en danger, avant de préciser de rester loin de cet homme si on l'apercevait.